Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. 2023 s'annonce, mais il est parfois important de faire un feedback et de voir ce qui s'est passé l'année d'avant. Et ça va nous permettre d'analyser et nous projeter pour cette année qui commence. Donc voici un récapitulatif du marché crypto que nous avons fait. Nous avons mis cela à votre disposition. Je vais voir comment je vais mettre le lien de ce document que j'ai rédigé en bas en description de cette vidéo. Donc vous pourrez le télécharger et vérifier si effectivement vous êtes en adéquation avec ce qui s'est passé dans le marché. Il faut comprendre ce qui s'est passé dans le marché parce que ça va vous permettre d'anticiper et de comprendre que ça pourrait également arriver. Et si ça arrive encore, comment vous vous positionnez? Certains événements sont survenus, les gens n'ont pas été au courant, ils ont simplement subi ce qui s'est passé, alors que d'autres ont profité de ces tendances-là qui se sont passées. Donc, comprendre comment le marché avance, c'est fondamental, c'est important. Donc, ceux qui disent qu'il faut simplement acheter la crypto-monnaie et espérer que ça pompe ou bien acheter et vendre, ça, c'est votre avis. Mais moi, je suis convaincu tout au contraire qu'il faut comprendre les informations du marché, analyser ce qui se passe et ça va te permettre même de mieux choisir et de mieux gérer ton portefeuille. Donc, je vais aller dans quelques points clés, je ne vais pas parcourir tout le document, il est assez vaste. C'est un document de 22 pages, on va aller dans l'essentiel. Donc en petite introduction, c'est un récapitulatif de l'année. Vous allez voir ce qui s'est passé majoritairement cette année. On a d'abord l'effondrement de Terra. Et l'effondrement de Terra Luna, ça va enclencher une suite d'actions et une chute de faillite qui va avoir un impact assez fondamental et assez considérable dans l'écosystème crypto. Ensuite, on a Trick Arrow Capital qui est aussi directement corrélé à Terra Luna. Parce qu'ils faisaient partie des Anchor Protocol qui vont tomber en même temps que Terra Luna. En fait, qui vont même faire tomber Terra Luna. Et Anchor Protocol qui tombe fait en sorte que d'autres entreprises comme Voyager, comme Celsius vont également tomber. Donc, Trick Arrow Capital qui est un des fonds d'investing des VC. Donc, c'est un des VC qui va apporter beaucoup de liquidités, qui va donner de l'argent qui va investir dans le projet majoritairement quand ils sont encore jeunes. Et avec l'argent qu'il va récupérer de certains, on va déposer les fonds chez eux pour permettre de fructifier. Ils vont déposer sur les protocoles et quand ces protocoles vont tomber, ça va effectivement effondrer également Trick Arrow Capital. On a FTX, donc tout le monde est en train d'en parler maintenant, qui est aussi l'une des raisons pour lesquelles plusieurs autres entreprises pourraient tomber avec l'investissement, le fonds d'investissement Alameda Research qui a investi dans bien de projets et qui aujourd'hui se retrouve dans une situation d'insolvabilité. L'année des hacks, il y a eu beaucoup de hacks cette année. On va revenir dans ce document en vous présentant ces hacks-là. Le Bureau de contrôle des avoirs et des trésoreries américains va sanctionner Tornado Cash. Tornado Cash qui est une plateforme qui va permettre de mixer ta crypto-monnaie et faire en sorte que l'émetteur et le récepteur ne soient pas directement corrélés. Donc, on va brouiller les pistes, faire en sorte que quand ça arrive, on ne peut pas remonter vers celui qui t'a envoyé. Donc, on va sanctionner ça et ça va créer une certaine polémique dans le marché. Est-ce que le code fait foi? Est-ce que le code is law? Ce sont des grosses questions qu'on va se poser. Un marché baissier est un meilleur moment pour le développement. Il y a plein de projets qui ont profité de cette période-ci pour développer leur infrastructure, pour développer ce qu'ils avaient longtemps planifié et ça va leur permettre de se relever au fur et à mesure qu'on va avancer. Ethereum avait sa migration de preuves d'enjeu. On va voir dans ce document quels sont les impacts et ça va créer une grosse frayeur au niveau des couches 2. Les les couches 2 vont avoir le feu en poupe parce que quand la couche du bas se porte bien, on peut justement apporter de meilleures solutions dans la couche du haut. On va voir qu'il y a Arbitrum, Optimism, Zk Rollup et bien d'autres là qui ont vu et qui ont vraiment décollé pendant ces périodes-ci avec le Matic. Le nouveau modèle de Gamify, les X to Earn, X to gagner, Play to Earn, Learn to Earn, blablabla to Earn, il y a tellement de choses pour Earn, Move to Earn. C'est un modèle qui a tellement eu le vent en poupe pendant cette année 2021. Est-ce que ça sera le cas encore en 2022? Donc, on va aller en analyse dans ces différents éléments. Donc, c'est un document qui est assez riche avec des graphiques qui va vous permettre de comprendre effectivement où est-ce qu'on est en train de partir. L'effondrement de Terra Luna, je vais vous laisser le document en description de cette vidéo. Vous voyez bien dans cette courbe ici, voici le Luna. Quand Luna s'est effondré, on a vu la naissance du Luna normal et l'autre s'est rebrandé à Luna classique et le UST est devenu UST classique
avec un effondrement massif de plusieurs personnes, certaines personnes ont même trouvé la mort à cause de cet effondrement parce qu'ils avaient stabilisé leur crypto-monnaie avec un stablecoin qui s'est avéré ne pas être stable et qui a donc plongé tout ce qu'ils ont gagné pendant le bull market. C'est une situation vraiment, ça fait vraiment mal, ça devrait encore remettre en question même le choix de ces crypto-monnaies, le choix de ces stablecoins. Quand on veut stabiliser ces crypto-monnaies, on doit choisir lesquelles. Certaines personnes sont en train de prédire l'effondrement du UST. Donc le UST peut également s'effondrer. Il n'y a pas un stablecoin qui est absolument garanti. Les stablecoins peuvent s'effondrer. Et c'est la raison pour laquelle certaines personnes vont aller vers les crypto-monnaies qui sont plutôt des réserves de valeur. Certaines personnes vont préférer garder leurs crypto-monnaies en Bitcoin. Ils vont préférer garder en Ethereum parce que voilà les deux crypto-monnaies qui ont quand même une stabilité avérée dans le marché. D'autres ont une volatilité très très grande par rapport à ces deux crypto-monnaies, Ethereum et le Bitcoin. Donc parfois, certaines personnes vont, pour éviter de perdre majoritairement dans leur portefeuille et traverser le bear market, certains vont stabiliser avec le dollar, avec le Bitcoin et l'Ethereum. Donc la valeur totale, la total value lock, la TVL, sur la blockchain de Terra a drastiquement chuté. Les projets ont quitté Terra Luna pour aller dans d'autres écosystèmes, en faisant comme ça perdre de l'argent à des milliers de personnes et en laissant parfois des crypto-monnaies encore sur ces blockchains et dans certains protocoles qui ne seront presque plus jamais utilisés parce que certaines personnes ont jeté l'éponge et ils ont comme ça perdu de l'argent. Ils se disent bon, en fait ça ne vaut plus rien. Donc même les miettes qu'on peut avoir dans certains protocoles là, on ne veut plus. Donc, Three Arrows Capital, voilà encore protocole qui va, c'est bien détaillé ici, c'est tellement détaillé. Vous allez voir effectivement ce qui a causé tout cela. Et vous allez voir quels sont les protocoles qui sont tombés avec. On a Voyager, on a Babel Finance, on a Genesis, on a BlockFi, on a FTX, on a Three Arrows Capital, bien évidemment, qui n'a pas payé ses dettes de bilan pour juillet. Et c'est la raison pour laquelle ils vont déclarer faillite par la suite. Donc, voilà un peu quelques projets qui faisaient partie de Three Arrows Capital. Avalanche, Startnet, Mina, Protocol. Ils ont investi dans beaucoup de trucs et vous pouvez retrouver les données dans CryptoRank. On s'est basé sur les données de CryptoRank pour faire ce document. Si on va plus bas au niveau, c'est tellement détaillé, on va sur les fondements de FTX avec Alameda Research, avec Binance qui à un moment donné va vendre ses actions parce qu'à un moment donné quand il avait acheté les actions de FTX parce qu'il était investisseur, à un moment donné FTX dit non, en fait on veut plus qu'un exchange concurrent fasse partie de la board. Donc on propose de racheter les actions de Binance et en faisant ça on va donner le FTX, on va donner le FTT à Binance, une grande quantité avec environ 2 points quelque chose de milliards de dollars qu'on va donner à Binance. Donc en faisant ça, Binance a assez de liquidités pour justement influencer le marché. Donc, on propose à un moment donné de faire une vente OTC out de Kanta, ce que Binance refuse. Il dit nous, non, on va aller dans le marché. Et en faisant ça, probablement, ça fait la fête, ça fait que plusieurs personnes se disent en fait si Binance vend, ça va liquider. Et du coup, les gens se sont mis à vendre et à retirer les trucs de FTX. Et voilà ce qui a causé d'une certaine façon l'effondrement de FTX en montrant effectivement que l'argent des utilisateurs n'était pas stocké là à l'intérieur et avait été utilisé pour d'autres fonds, pour financer les campagnes, pour investir dans des projets. Alameda Research, on prend le directeur de recherche Alameda Research qui est en fait la copine de Sam Bankman-Fried. Ils ne vont donc pas être dédiés à faire grandir le portefeuille, à bien utiliser l'argent des utilisateurs. Ce copinage-là a créé une faillite de ces deux plateformes en même temps. Parce que bon, ce n'était pas le but. Le but, c'était de dissimuler un peu les trucs par-ci par-là. On ne va pas revenir sur un autre projet qui a peut-être fait la même chose de ce côté-ci. Donc, on va aller dans notre partie. C'est assez détaillé. Il y a vraiment les hacks cette année. Si on voit la courbe des hacks, il y a des projets qui ont perdu beaucoup d'argent. On voit FTX qui a perdu environ, vous voyez, sur FTX, on a déclaré un hack à un moment donné. Vous voyez très bien. Est-ce que c'est un hack qui est manipulé, un hack qui est créé? C'est un hack pour faire sortir de l'argent de la plateforme? On s'interroge bien évidemment parce que ça, le hack est survenu à la fois sur FTX et US et sur FTX et d'autres exchanges. Comment est-ce que c'est possible? Pourtant, les informations ne sont pas aussi centralisées. Donc, c'est un dossier qui est encore sur les tables et la justice, justement, on va revenir là-dessus. Même comme il a plaidé non coupable, ça donne juste le temps aux avocats
de rassembler les preuves et de dire oui, pourquoi est-ce que vous nous accusez, ainsi de suite. Ça ne veut pas dire qu'il ne sera pas, il n'est pas coupable. Ça veut dire simplement qu'il a déclaré qu'il n'est pas coupable et qu'il faudrait qu'on prouve qu'il est coupable. Or, le directeur de recherche a déclaré qu'elle est coupable. En fait, elle a plaidé coupable. Donc, elle accepte les charges qui ont été proposées contre elle. Elle dit oui, c'est correct. Et ce sont les mêmes charges d'une certaine façon qu'on a proposé ensemble en Afrique. 8 charges et 20 années minimum de condamnation par charge. Ça fait 20 fois 8. Ça fait quand même beaucoup. 160 années de condamnation. Mais bon, revenons ici sur ce graphique. On voit qu'il y a beaucoup de crypto-monnaies qui ont perdu, beaucoup de plateformes qui ont été hackées sur Axie Infinity, sur World Home, Nomad, beaucoup d'argent ont été perdus quand même en cette année 2021. Sur la Binance Smart Chain aussi, on a eu un hack, souvenez-vous très bien, jusqu'à un moment donné, Binance, presque tous les validateurs ont posé en même temps la Binance Smart Chain, évitant que la personne sorte comme ça de l'argent à l'intérieur. Et c'est comme ça que ça a un peu contenu le hack qu'il y a eu sur la Binance Smart Chain. Mais ça a remis quand même en question la décentralisation sur la blockchain de façon générale. Est-ce que la blockchain c'est vraiment décentralisé? Ce sont les grosses questions et les gros dilemmes qui se posent encore dans l'écosystème crypto, dont on va revenir également sur la chaîne bien évidemment. On a eu de temps en temps à plusieurs reprises des pauses sur le réseau de Solana. Est-ce que ça ne remet pas encore en question cette centralisation qu'on est en train d'éviter en partant vers la blockchain? Nous sommes sur cette chaîne pour vous partager les fondamentaux, pour vous partager ce qu'il y a de substantiel dans cet écosystème, pour vous permettre d'être indépendant et d'analyser vous-même les informations et de tirer vos propres conclusions, parce que nous ne voulons pas que vous dépendez de nous. Nous vous donnons des outils pour être autonome et ces informations, bien évidemment, ça aura un plus, une valeur ajoutée si vous continuez à faire des recherches comme nous sommes en train de vous montrer les voies, où est-ce qu'on est en train de partir, qu'est-ce qui est en train d'arriver, pourquoi ceci peut être mauvais, pourquoi ceci peut être intéressant. C'est ce que nous faisons sur la chaîne Elvis Conjo. Donc like la vidéo, abonne-toi, partage, permettre à d'autres personnes d'être aussi informées comme toi également qui est en train de regarder cette vidéo. Partage au maximum. Tornado Cash, on sait très bien à un moment donné, les États-Unis ont taxé Tornado Cash d'avoir été utilisé pour blanchir l'argent et pour contourner les taxes et les sanctions qui ont été infligées à certains États. Notamment ici, on parle de la Corée. La Corée qui a subi les sanctions des États-Unis, et ces sanctions ont quand même pu être contournées en utilisant la crypto-monnaie d'une certaine façon. Est-ce que les régulations qui sont en train de se mettre en place aujourd'hui, ce n'est pas en train de donner plutôt un certain avantage, une certaine raison à ces États-là qui, malgré les sanctions, ont quand même trouvé des voies alternatives? Est-ce que la crypto-monnaie n'est donc pas une alternative? Ce sont des grosses questions. Du côté de la Russie, on est en train de mettre sur pied des lois pour permettre les échanges entre États, et comme dans d'autres États aussi dans le monde entier, les régulations sont en train d'arriver. Donc 2023, ça peut être effectivement l'année des régulations. Certaines seront bonnes, certaines seront moins bonnes, bien évidemment. Le développement de marché, c'est le meilleur moment. Donc plein de projets pendant ce moment donné-ci ont vu leur flux de développeurs, leur fréquence de développement avec les codes qui ont été poussés sur les plateformes GitLab, voir comment est-ce que les projets sont en train de se développer pendant cette période-ci. Et en fait, ce qu'on observe beaucoup plus pendant cette période-ci, c'est que Cardano fait partie des projets qui ont beaucoup développé pendant cette période de bear market. Est-ce que ça veut dire qu'il y a quelque chose d'intéressant qui est en train de se passer ou bien d'arriver dans Cardano? Nous allons revenir là-dessus avec ce qui est en train de se préparer sur ces blockchains. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils sont en train de vouloir faire? Et qu'est-ce qui va arriver par la suite? Donc, c'est un projet dont on a déjà parlé sur la chaîne. On va revenir avec les mises à jour. Ethereum est passé en preuve d'enjeu. La preuve d'enjeu n'a pas eu assez d'impact sur les prix de l'Ethereum, bien évidemment, parce qu'on était en période de bear market. C'est survenu quand on était en période de bear market. Les personnes qui ont bloqué dans leur crypto-monnaie quand on était sur le Bitcoin Chain pour arriver dessus n'ont pas encore la possibilité de récupérer leur crypto-monnaie. Ils vont donc attendre pendant un bon nombre de temps pour récupérer les crypto-monnaies qui seront libérées progressivement. Mais plusieurs ne sont pas d'accord. Certains voulaient retirer, mais bon, si tout le monde retire, ça va faire un effet très très négatif pour la décentralisation. C'est la raison pour laquelle on a bloqué et ils ont exposé leur roadmap qui va faire arriver à un moment donné la notion de sharding qui est déjà implémentée sur d'autres blockchains et qui pourrait justement scaler la couche 1 de la blockchain Ethereum. Est-ce qu'en scalant la couche 1 de la blockchain Ethereum, on va tuer la couche 2? La réponse est
pas forcément, mais ça va permettre à d'autres Layer 2 d'implémenter d'autres choses pour encore scaler ce qui manque sur la blockchain de couche 1. C'est effectivement le rôle des couches 2. Donc, si on essaye de voir aujourd'hui, est-ce que Ethereum commence à être déflationniste? La réponse est oui. Ethereum va commencer à diminuer la quantité de crypto-monnaies qu'on émet par an. Si on est sur la blockchain du Bitcoin, on est à 1% d'inflation annuelle, 1,2% d'inflation annuelle. Donc, c'est moins de 2% d'inflation. Or, sur la blockchain d'Ethereum, on était à environ quelque chose comme 4 à 5% d'inflation annuelle. Mais là, présentement, on est en train de réduire et on est en train de tomber à plus 0, quelque chose de pourcent et peut-être même à moins si ce qu'on a implémenté dans le EIP 1559, c'est-à-dire qu'on brûle une autre partie des frais qui est le reward fee. Cette partie-là qui est brûlée, en fait le base fee et non le reward fee. Le base fee, c'est ce qui est utilisé par la machine virtuelle. C'est ce qui sera brûlé. En brûlant cette partie-là dans une transaction, ça va réduire la quantité d'Ethereum en circulation. Est-ce que ça aura un impact sur le prix de la crypto-monnaie? Peut-être oui, il faut justement se revenir sur les prix des crypto-monnaies dans les précédents bear market. Quand on était dans le bear market, le prix de la crypto-monnaie était à combien? Et quand on est allé dans le bull market, la crypto-monnaie a fait une performance de combien? On est peut-être à la fin du bear market et le bull market pourrait arriver avec le halving qui va se peaufiner à l'horizon 2024. Mais le bull market n'arrive pas directement directement pendant, ça arrive parfois quelques temps après. Mais est-ce que ce cycle-ci est forcément comme d'autres cycles? La réponse est non, parce que l'adoption dans ce cycle est plus intense, est plus grande par rapport au cycle précédent. Plus on a des cycles, plus l'adoption se fait parce qu'il y a plein de portefeuilles, plein de projets qui font venir les gens dans la crypto-monnaie et ça fait plutôt que les cycles se suivent mais ne se ressemblent forcément pas. On pourrait avoir un bull market précoce avec tout ce qui est en train de se mettre en place, avec toutes les bonnes nouvelles qu'on a eues depuis 2020 jusqu'à maintenant. On n'a pas vu le marché totalement répondre et réagir par rapport à cette news-là. Est-ce que le bull market précédent va encore attendre aussi longtemps ou bien on pourra réagir avant et avoir un bull market peut-être précoce? Moi, je pense qu'on pourrait avoir un bull market précoce, mais c'est uniquement mon avis. Il faudrait surveiller beaucoup de choses, beaucoup d'autres facteurs et des régulations qui vont se mettre en place dans l'écosystème des crypto-monnaies. Si les régulations viennent dans l'optique de tuer la crypto-monnaie, le marché va d'abord réagir, mais après ça va encore s'ajuster, bien évidemment, parce que la crypto-monnaie est là pour durer, le Bitcoin est là pour durer, la décentralisation est ce qu'il faut, ça montre les voies vers lesquelles il faudrait forcément aller. Et la crypto-monnaie et la blockchain sont en train de montrer justement ces voies-là et les gens commencent à comprendre et à se rendre compte progressivement. Donc, voilà un petit récapitulatif, je ne vais pas entrer dans tous ces détails encore, le document est assez long. Vous allez pouvoir le parcourir, les play to earn, les move to earn qui ont fait drainer beaucoup d'argent pendant ces périodes-ci. Certains sont morts parce qu'on a surfé sur la tendance bien évidemment. Et quand il y a une tendance, il faudrait comprendre que c'est normal. Les gens pensent que oui, c'est effectivement ce qui va remplacer ce qu'il y avait avant. Pourtant, une tendance ne va pas forcément remplacer l'autre. La DeFi est là, c'est une tendance qui est née dans tout de 2019 et qui continue et qui va même encore s'améliorer et aller encore plus loin parce que c'est effectivement là où il faut aller dans la finance décentralisée pour concurrencer les finances actuelles. Et même Binance, tout ce que les exchanges sont en train de faire, c'est de pousser justement cette décentralisation vers la DeFi en les transformant en CeDeFi pour effectivement arriver à la DeFi. Parce qu'on est en train d'arriver dans un decentralized finance qui n'est pas bon parce qu'il y a un côté centralisé pour effectivement arriver vers la finance décentralisée, la DeFi. Donc, voilà, tu me dis ce que tu penses en commentaire de ce récapitulatif. Like la vidéo, partage la vidéo et permet à d'autres personnes de lire ces documents minutieusement pour essayer de comprendre ce qui est en train d'arriver et ce qui se prépare. Il y aura une partie 2 de ce document qui va se focaliser sur des projets et sur les tendances de 2023. Où est-ce qu'on est en train de partir? Qu'est-ce qui pourra exploser comme tendance et adopter en 2023? Ce document arrive. Restez scotché, likez la vidéo, partagez la vidéo et n'oubliez pas de rejoindre nos différents canaux Facebook, Telegram et Twitter pour rester encore informé dans cet écosystème. C'était Elvis Konjo. Like la vidéo, à d'autres vidéos sur la chaîne Elvis Konjo. Ciao.